Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Ça va Damien ? Super Sarah, impeccable. Notre invitée est une sage-femme. Vous l'avez découverte à la télévision dans la maison des maternelles et elle vient aujourd'hui nous présenter son nouveau bébé. Anna Roy, bonjour. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour à tous les deux. Vous êtes à la tête de Bouffées de chaleur. C'est le nom du podcast signé de la radio Ici, ex-France Bleu, pour ceux qui avaient raté le changement. Vous y parlez ménopause. C'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous livrez vos conseils en la matière. Et puis, en gros, grosso modo, c'est un témoignage de femme. C'est vraiment, c'est bouleversant à plusieurs égards. Ah oui. On va en parler. Il y a 2 épisodes qui ont été diffusés. C'est diffusé à la fréquence Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc, on va parler. Alors, juste pour poser le décor, la ménopause, c'est quoi, Anna Roy ? La ménopause, c'est comme les règles, enfin comme la puberté, c'est un événement attendu du corps. C'est pas du tout une maladie. On en a une vision horrifique dans la société, on en reparlera peut-être. Oui. Alors qu'en fait, c'est un événement on ne peut plus banal, physiologique, qu'on va toutes passer par là, en moyenne à l'âge de 51 ans. Et c'est un peu comme la grossesse. En fait, il y en a qui se passent super bien, et puis il y en a qui se passent nettement moins bien. Et en fait, il faut juste apprendre à naviguer avec ça, mais en soi, c'est pas si terrible que ce qu'on veut bien le dire, voire pas terrible du tout. Ça commence à 51 ans en moyenne, c'est ça? Mais est-ce que ça se termine à un moment donné, la ménopause aussi? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a souvent une phase qu'on appelle la préménopause avant, et ça, selon la chance qu'on a, ça peut durer 1 an, mais ça peut durer aussi presque 10 ans. Et après, par contre, le bouleversement du corps, on va dire quelques années, 2-3 ans, et puis après, on passe à autre chose et ça va mieux. Ouais. Mais il faut quand même le dire, ça peut très très bien se passer. Oui. Aussi. Et les symptômes, c'est quoi la plupart du temps? Est-ce que, parce que ça c'est l'idée reçue qu'on a, est-ce qu'on prend forcément du poids? C'est ce dont témoigne, j'ai le souvenir par exemple de Carla Bruni qui dit à partir de la ménopause, je ne mange plus rien. Est-ce que... Alors ça fait partie d'un des symptômes effectivement de la ménopause. La plupart des femmes vont prendre du poids, mais il ne s'agit pas de prendre 5-10 kilos, non, souvent c'est quelques kilos. Et si on n'a pas envie de les prendre, on ne peut ne pas les prendre. Ouais. Il suffit de faire plus d'activité physique ou de réduire son alimentation, mais c'est pas du tout... Mais après, sur la quantité de symptômes, il y en a plein. Ouais, les bouffées de chaleur, évidemment. Non, mais il y en a plein, et on en recense environ une centaine. Donc il y a énormément de symptômes qui se divers selon les femmes, vraiment. Il y a chaque ménopause pour une femme, en gros. Enfin, chaque Exactement, c'est ça qu'il faut retenir. C'est une expérience universelle, mais à chacune son vécu. Et c'est pour ça que vous dites pas, oh là là, ça doit être l'horreur parce que ma voisine c'est comme ça. Bah non, pour vous, ça sera peut-être super et génial et vous serez libéré de plein de choses. Et pour d'autres, ça va être difficile. Et question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il existe une forme de ménopause pour nous les hommes aussi? Absolument. Ah bon? Et ouais. Mais Et ça, il faut en parler. Ça s'appelle l'andropause. Ça s'appelle l'andropause. Ça commence à la quarantaine. Ouais. Et vous allez avoir des symptômes, aussi d'ailleurs les bouffées de chaleur, vous allez commencer à perdre vos muscles, vous allez avoir une bedaine plus importante, perdre vos cheveux, ça a commencé. Avoir des troubles de l'érection, etc., etc. Enfin, je suis pas là pour... Mais non, mais ça peut être un vrai sujet. Et d'ailleurs, il y a un traitement hormonal aussi pour l'andropause, si c'est trop ou embêtant. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, on parle de troubles sexuels chez les hommes et chez les femmes sont comparables aux âges... Oui, il y a une baisse de libido chez les femmes aussi, ça peut arriver. Les hommes, exactement, à la cinquantaine, on parle de 30 à 50% selon les chiffres de troubles dans la sexualité. Mais c'est pas une fatalité. Et il y a des façons de... Mais pourquoi c'est si méconnu chez les hommes? Parce qu'on parle beaucoup de ménopause. Alors on en parle très peu finalement. On en parle pas tant que ça. Pas tant que ça, vous avez raison. Mais l'andropause, on en parle encore moins. Enfin... totalement. Et on en parle encore moins parce que les hommes sont pas du tout habitués à parler de leur... je sais pas, mais après, ça c'est une histoire d'homme. Je sais pas pourquoi vous en parlez pas, mais vous devriez. C'est parce que vous avez honte ou je sais pas. Mais les hommes ne communiquent moins que les femmes. Mais en tout cas, il y a une baisse de la testostérone au fil des ans qui est absolument inéluctable, plus ou moins rapide selon les hommes. Et effectivement, on pourrait plus en parler. Mais là, je suis pas spécialiste du sujet. Non, mais là, tout le monde. Vous restez avec nous, Anna Roy, on va parler ménopause, on va parler aussi d'autres problèmes que vous pouvez que vous abordez dans vos podcasts, dans vos livres aussi. On va en parler également. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. On commence, Damien, ces infos avec le décès d'un ancien chroniqueur de TPMP. Oui, Renaud Revel est décédé à l'âge de 71 ans à Neuilly-sur-Seine des suites d'une longue maladie. C'est ce qu'a annoncé sa famille ce dimanche à l'agence France Presse. Journaliste gravité effectivement autour de la planète Hanouna. Il apparaissait de façon très ponctuelle dans Touche pas à mon poste sur C8. Il participait à d'autres émissions au sein de la chaîne du groupe Canal telles que C'est que de la télé. Mais surtout, Renaud Revel est connu pour avoir occupé le poste de rédacteur en chef du magazine L'Express. Il en a été aussi le responsable de la rubrique Média. Alors ce journaliste a signé également de nombreux ouvrages en lien avec le monde politique et justement il venait de terminer l'écriture d'un nouveau livre à paraître en janvier prochain intitulé Homo Politicus, un récit qui explore justement le thème de l'homosexualité en politique des années de Charles de Gaulle à celles d'Emmanuel Macron. Mort des suites d'une longue maladie, c'est souvent ce qu'on dit quand quelqu'un décède à la suite d'un cancer qui est encore tabou, même si plusieurs personnalités lèvent le voile désormais sur leur maladie. Anna Roy, on parlait de la ménopause aussi est tabou. Pourquoi on n'en parle pas, selon vous ? Parce qu'elle fait peur et qu'elle est associée malencontreusement
au vieillissement et à la mort. Or, la ménopause, ça n'a rien à voir. C'est la cinquantaine, ça peut se passer très bien, c'est un événement physiologique, c'est pas une maladie comme le cancer. Et surtout, notre espérance de vie, enfin, je veux dire, est de 85 ans chez les femmes. Ouais. Donc, en fait, on a 35 ans à vivre après Donc la c'est ménopause. très jeune. Donc, c'est tout autant que ce qu'il y a avant la ménopause. C'est-à-dire que notre période de femme réglée est la même que la période de femme ménopausée. Oui. Donc, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment sortir de sa tête. C'est pour ça que je comprends vraiment pas qu'on en fasse un tabou. C'est rien. Enfin, c'est rien du tout. Oui. Et puis surtout que ça fait souffrir les gens qui n'osent pas en parler alors qu'il y a des solutions. C'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Et on va en parler dans l'interview du Buzz TV. Restez avec nous. On poursuit, Damien, ces infos avec le dernier édito d'une voix de RTL. Et oui, cette voix, c'est celle d'Isabelle Morini-Bosque, elle aussi grande spécialiste média. Elle a tenu sa dernière chronique ce vendredi dans RTL Petit Matin, avant d'apparaître une ultime fois dans Laissez-vous tenter. C'était ce dimanche sur la Station Rouge. Alors vendredi, tout le monde était en studio. Thomas Soto, Alex Vizorek, enfin tous ses proches professionnels étaient évidemment réunis pour lui faire un dernier au revoir. La journaliste aura partagé ses coups de cœur télé sur cette station pendant plus de 3 décennies quand même. C'est assez rare aujourd'hui ce genre de longévité. Mais celle qui accompagne Cyril Hanouna dans Tout beau tout neuf sur W9 a été poussée vers la retraite puisqu'elle a atteint l'âge limite auquel la direction a le droit de lui dire gentiment « tu peux partir en retraite » sans rancune puisqu'elle l'a assuré lors de sa dernière chronique « j'aime cette maison, j'aime tout le monde ». Donc elle part en bon terme, a priori. Anna Roy, on vous connaît à la télévision dans La Maison des maternelles, désormais animée sur France 4 par Marie Portolano après le départ d'Agathe Le Caron. Vous aimeriez prendre les rênes d'une émission à l'instar de Michel Simès, Jimmy Mohamed? Écoutez, ça m'a fait rire parce que vous m'avez posé la question maquillage et je me suis dit, mais c'est fou, j'y ai jamais pensé. Pourquoi j'y ai jamais pensé, je ne sais pas. J'attends souvent que les choses arrivent, mais je ne suis pas assez force de proposition. Vous voyez, peut-être que je vais me poser la question. Franchement, proposez-vous. Non, mais c'est certainement parce que je suis une femme et que donc je suis toujours là à attendre qu'on me veuille bien me donner des choses. Mais je vais y penser. Il n'y a pas de professionnels E2LE de santé qui aujourd'hui incarnent des émissions à la télé. On parle de Michel Simès, de Jimmy Mohamed, mais il n'y a pas de femmes aujourd'hui. Non, c'est vrai. Il y avait Marine L'Orphelin, ex-Miss France, qui parle santé, elle est médecin aussi. Ouais. Mais qui est chroniqueuse comme moi, qui a, je crois, à ma connaissance, pas d'émission encore. Ouais. C'est ça, exactement. Bientôt, ça va changer. Ça va changer. Allez, on vous donne des idées là comme ça. Si vous voulez nous embaucher en tant que chroniqueur, d'ailleurs, on a des expertises nous aussi. On termine ces infos en attendant, Damien. Oui, le chiffre du jour, 2,8. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont applaudi les lauréats qui ont défilé sur la scène. Vous savez, lors de la soirée des Energy Music Awards, c'était ce vendredi en première partie de soirée sur TF1. C'est moins de 17% de part d'audience. C'est pas énorme, franchement. Et c'est un score en légère baisse par rapport à l'édition précédente. Et c'est ce qui permet aussi à France 2 de se hisser en tête du classement des audiences grâce à sa série Astrid et Raphaël. Ah ouais, pas mal. Et la chanson, c'est pour beaucoup une vocation, c'est le rêve d'une vie. Vous, est-ce que sage-femme, ça a été le rêve de toute une vie? Ouais. Moi, j'hésitais entre sage-femme et cosmonaute. Ah oui. On peut difficilement lier les deux d'ailleurs. Mais si, c'est de la science, c'est de la métaphysique et de la science et du... Non, je vous assure, c'est assez proche. Ouais. Et comme je voulais pas partir dans l'espace pendant plusieurs mois, je me suis dit que j'allais être sage-femme. Et ça a été quoi le déclic pour J'étais fascinée par la naissance, la médecine, la mort, tout ça. J'étais fascinée. Mes petites filles, je parle de CE2, j'étais vraiment... J'avais envie de voir, savoir, comprendre comment, pourquoi les gens naissaient, pourquoi les gens mouraient, etc. Ah oui, c'était vraiment ça, cette histoire de naissance. Vous auriez pu devenir médecin, voilà. Non, c'était vraiment cette histoire de naissance. Oui. Ouais. J'ai lu que vous vouliez devenir première dame aussi. Ça, c'est vrai. Ça m'amuse. Ça j'adorerais. Mais alors ça, les gens ne me connaissent pas sous cet angle, mais j'adore recevoir, j'adore ça. Mais ça dépend pas de vous. Bon, non, oui. Et votre mari n'est pas dans la politique. Non, mais c'est ça qu'il faudrait qu'il soit. Quand même, il pourrait faire un effort. Bon, il va y avoir peut-être des places vacantes. Voilà, c'est ça. Peut-être que c'est le moment. Je serais une première dame parfaite si quelqu'un est intéressé. Bon, on a hâte de voir ça. Vous reviendrez nous voir sur ce plateau, j'espère. En attendant, c'est tout de suite l'interview du Buzz TV. Bouffée de chaleur, c'est le nom de votre podcast, Anna Roy, sur Ici, la radio, et puis disponible partout, évidemment, sur toutes les plateformes Spotify et j'en passe. La ménopause, donc, peut faire peur. Et dans l'un des derniers épisodes, moi, ce qui m'a frappée, c'est Marie. Elle s'appelle Marie, elle a 33 ans. Et elle a été ménopausée. Alors ça, comment c'est possible? Est-ce que c'est fréquent? Alors non, c'est pas fréquent, heureusement, la ménopause précoce. Donc c'est avant 40 ans et ça concerne environ 1% des femmes. Ouais. Mais par contre, 40 ans, c'est quand même pour moi encore assez précoce, même si les chiffres disent que c'est pas précoce et ça concerne quand même pas mal de gens. Ouais. Donc il faut pas se dire, il faut pas être arc-boutin en disant la ménopause sera à 51 ans, point barre. Ça peut être plus tard et ça peut être plus tôt. Est-ce qu'il y a une façon de s'y préparer pour mieux la vivre? Oui, et moi je pense que oui. En fait, je pense qu'arriver en super santé à cet âge-là, c'est-à-dire avec en ayant fait plein d'activités physiques, en mangeant à peu près correctement et en évitant les toxiques, je suis hyper rabat-joie, c'est-à-dire en arrêtant de fumer et en buvant très peu, en fait, on ne la vit pas du tout de la même façon. Plus vous êtes en bonne santé
quand vous serez à 51 ans, et mieux ça se passera, c'est clair et net. Et une activité Mais c'est un peu comme la physique grossesse, aussi. comme le postpartum, comme tout en fait. On passe mieux ces événements quand on est en bonne santé, à la fois physique et mentale. Et qui témoigne? Ce sont vos patientes ou pas? Alors, non, pas du tout. Et ça, je trouve ça vraiment génial, le boulot qu'ils font ici, donc à la radio, c'est qu'ils vont chercher, ils ont des antennes locales, et donc ils vont chercher des femmes avec des profils extrêmement divers, et vraiment sur tout le territoire. Et ça, je trouve ça top, parce que souvent, on entend, dans ces sujets un peu finins, qu'une certaine catégorie de la population, et là, c'est un peu comme les maternelles d'ailleurs, on entend vraiment une variété de gens qui représentent vraiment les Françaises en l'occurrence. Et c'est facile de les convaincre à venir témoigner sur votre antenne? Non, c'est pas si simple, mais c'est pas si difficile non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Clémence qui s'en occupe, elle est tellement sympathique, je pense que ça aide. Enfin, donc, non, c'est pas si difficile. Et puis il n'y a pas l'image, peut-être le fait que ce soit que radiophonique. Et puis elles savent qu'elles participent à quelque chose, qu'elles vont aider d'autres femmes, et donc ça motive. Ouais. Et il y aura d'autres thématiques. Alors évidemment, le podcast s'appelle Bouffée de chaleur, donc ça incite à parler ménopause, mais est-ce que vous parlerez d'autres problématiques? Oui, non, mais il y a du coup, en fait, la ménopause, c'est déclinable entre 1000 sujets. Vous avez justement l'activité physique, la santé mentale, les bouffées de chaleur, le traitement hormonal de la ménopause, enfin... c'est l'état de santé à ce moment-là de la vie, et donc il y a 1001 choses à dire. Et surtout que c'est une période de la vie où souvent il y a des enfants qui peuvent partir de la maison, où professionnellement c'est compliqué, il y a des enjeux de couple, de sexualité, donc en fait c'est une période assez riche et intéressante. Un peu comme le postpartum en fait. Et parmi les témoignages que vous avez recueillis, quels sont ceux qui vous ont particulièrement ému ou bouleversé, touché? Mais alors moi, je dirais ce qui me bouleverse et ce qui me touche, c'est que en fait, on voit que les femmes sont vachement laissées seules. Et donc en fait, c'est un peu tous les témoignages, mais c'est un peu les témoignages de mes patientes. C'est qu'elles se sentent seules, quoi. Seules. Elles osent même pas en parler parfois à des médecins ou à des sages-femmes. C'est-à-dire qu'il y a tellement. On dit que la parole se libère, mais pas du tout. Véritablement. Pas du tout. Ça, c'est un espèce de miroir grossissant des réseaux sociaux où on a l'impression que le postpartum, tous les sujets féminins sont maintenant très bien répandus dans la société. En fait, pas du tout. La ménopause, c'est méga tabou. Même les femmes entre elles, souvent, elles veulent renvoyer une image d'elles qui n'est pas moisie. Et donc elles disent « mais moi, c'est super, ça se passe très bien, etc. » Alors qu'en réalité, quand vous leur parlez, elles disent « mais non, c'est très dur. » Et tiens, on profite de vous avoir, parce que c'est pas souvent qu'on reçoit une sage-femme sur notre plateau, pour vous poser des petites questions rapides autour d'idées reçues, autour de votre métier. Par exemple, une petite goutte d'alcool pendant la grossesse, est-ce que ça fait pas de mal? On arrive aux périodes de Noël, là dans un mois, un mois et demi. Ça, c'est non, c'est niet. Non, je suis désolée, mais alors là, un fond de champagne. Non, parce qu'en fait, l'alcool, il passe directement à travers le placenta, et sauf qu'en fait, le fœtus, il n'a pas un foie mature, et donc ça va directement dans le cerveau, et ça abîme le cerveau. Donc non, vraiment, non. Ah oui, c'est un Non, mais là, c'est sûr. Et il y a des conséquences irréversibles sur le bébé plus tard? Il peut y avoir des conséquences. Il y a 500 000 personnes en France qui portent la consommation, enfin 500 000 personnes adultes, je veux dire, qui ont des troubles liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse de leur mère. Et c'est la première cause de handicap mental hors origine génétique. Donc vraiment, non, on peut pas... On a ce discours en France, on s'en fiche et tout, c'est cool. Non, je vous assure, c'est vraiment pas cool. Pour avoir vu des bébés de mère, non, c'est vraiment pas drôle. Et est-ce qu'il y a justement des erreurs que font parfois les femmes enceintes qui sont très très répandues et qui sont assez méconnues? Là, on parle de l'alcool, c'est vrai que c'est assez connu. Il ne faut pas boire d'alcool pendant sa grossesse. Pas tant que ça. Mais non, parce qu'il y a encore ce truc, un verre, c'est pas grave. Parce qu'on ne sait pas, en fait. Donc, non, mais il y en a plein. Des idées reçues, attendez, là, j'en ai pas. Qu'est-ce que vous voulez dire je sais pas, parce que par exemple, on dit manger des fromages, par exemple. Le fromage, quand on est enceinte, parfois, ça peut être un petit peu tendu aussi. Parce il ne faut pas manger le fromage au lait cru. Enfin, il faut faire attention à certaines catégories d'aliments. Alors, c'est vrai qu'on apparaît, il faut qu'elle soit bien cuite, etc. On apparaît toujours un peu comme rabat-joie. Mais en fait, je vous assure, on ne regrette jamais d'avoir été trop prudent. Vraiment. On regrette toujours de ne pas l'avoir été assez. Bon, accoucher par césarienne, est-ce un vrai accouchement? Ah oui, alors ça aussi, ça stop. Parce que c'est mal vu, la césarienne. Ah là là, oui. Moi, quand j'ai des copines qui accouchent par césarienne, elles sont déçues. Non, mais c'est vrai. Oui, et c'est d'une tristesse, alors qu'en plus, c'est des femmes qui ont fait preuve presque de plus de courage que les autres, parce qu'elles se sont tapées en plus une opération. Donc non, bravo à elles. Voilà, il faut les encourager. Mais bien sûr. Et allaiter, c'est mieux pour la santé du bébé ou pas? Ça, je peux pas mentir, bien sûr que c'est mieux pour la santé. Pourquoi? C'est sans commune mesure. En fait, le lait d'humain est spécifiquement fait pour les bébés humains. Le lait de chèvre, c'est pour les bébés chèvres, etc. Donc vous avez, sur le plan immunitaire, sur le plan... Enfin, il y a 10 milliards de choses. On en découvre d'ailleurs tous les jours, des bienfaits. Il n'y a pas photo. Même pour la mère, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la science n'a pas réussi à faire un lait en poudre qui se rapproche au maximum du lait de la femme? Non. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les unités, vous savez, de réanimation néonatale ou de néonatologie, on donne du lait de femme, c'est-à-dire qu'on prend du lait, c'est-à-dire c'est presque pour dire qu'on ne donne pas du lait en poudre.
Ah ouais. C'est parce qu'il y a une vraie différence sur le Donc plan de la santé. C'est mauvais pour la santé du bébé? Non, c'est pas mauvais, mais ça n'a rien à ouais. voir. On peut pas comparer. C'est deux produits qui sont complètement différents. C'est comme si vous compariez pour moi les petits pois, les carottes. Mais c'est quoi la différence? C'est-à-dire que le lait de la mère, par exemple, va faire en sorte que le bébé ait plus de C'est mieux, c'est plus digeste, plus d'immunité, Ah oui, plus les conséquences à long terme. Non, mais alors, ça, on peut pas mentir aux gens. Ça n'a pas, en termes de santé, ça n'a rien à voir. Et le baby blues, est-ce qu'il touche toutes les mamans en rentrant de la maternité? Le baby blues, c'est à peu près 80% des femmes. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, mais c'est pas la C'est 8 dépression sur du 10. postpartum, c'est pas une maladie. Ah oui, c'est à différencier. Ouais, c'est vraiment une espèce de variabilité de l'humeur. Ah, je suis trop contente. Ah, c'est trop dur. Je vais pas y arriver. Ah, oui, Ouais. c'est génial, etc. Ouais, c'est ça un peu le baby blues. Ah oui, d'accord. Alors c'est vrai que tout à l'heure, Sarah l'a rappelé, vous êtes chroniqueuse aussi dans la Maison des Maternelles. Comment vous êtes fait un nom dans les médias? Comment vous êtes arrivée dans ce rendez-vous? Eh bien, tout à fait par hasard. En fait, j'écrivais des livres avant. J'ai été invitée pour un livre à la Maison des Maternelles et énorme coup de cœur réciproque, amical avec Agathe Le Caron, que j'aime, que j'adore. Coucou Agathe. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée, tout simplement. Elle m'a dit, tu travailleras avec nous. Voilà. C'est comme ça que vous êtes. Et, Ça a commencé comme ça, donc grâce à mes livres quand même au départ. et cette saison, c'est Marie Portolano qui a succédé à Agathe Le Caron. Comment ça se passe? Ça a tout de suite matché, comme avec Agathe? Aucun problème. Enfin, je veux dire, ça se passe très bien. C'est un horaire un peu différent, une formule différente, mais Voilà, qui est chouette, France qui 4, est plus long. en access. Voilà, et c'est plus long, et c'est très très chouette. Et avec une équipe élargie aussi, assez rigolote, on s'entend très très bien tous, enfin, c'est assez chouette. Et pour celles et ceux qui ne regardent pas tous les jours la Maison des Maternelles, c'est très grave. Mais est-ce que Vraiment, ouais. quel est votre rôle précis dans cette émission? Vous faites une chronique quotidienne, c'est ça? Alors non, moi j'y vais 2 fois par semaine, et je fais des chroniques sur mon domaine de sage-femme et sur la santé des femmes. Grosso modo, c'est les deux pôles, maternité et santé des femmes. Et vous exercez toujours? C'est une question bête, mais Non, pas du tout. Et si oui, où? J'exerce en libéral, donc à Paris. D'accord. Et j'ai très 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 envie de retourner à l'hôpital. J'ai envie de refaire des nuits. Ouais, j'ai envie de refaire. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai envie de refaire des nuits, de retrouver l'ambiance de la nuit. Ouais. On vous appelle à n'importe quel moment. Non, mais c'est vraiment l'ambiance des gardes, l'exaltation, l'adrénaline, enfin tout ça, ça me manque beaucoup. Et comme mes enfants sont prêts à ce que j'y retourne, eh bien, je crois que je vais y retourner. Vous êtes plus fatigué dans la Maison des Maternelles lorsque vous allez apparaître à l'antenne, non? Oh non, Parce que là, vous moi, ne pratiquez plus l'accouchement. Et non, si, j'accouche, mais enfin, je suis là pour l'accouchement de mes copines encore, donc ça m'en fait encore quelques-uns. D'accord. Mais je suis pas là pour tous les accouchements. Mais en libéral, on fait plein de choses, c'est passionnant. On fait le suivi de la ménopause, de la puberté, le suivi de gynéco, tout ça. Et vous, quelles sont les questions vraiment un peu spécifiques qui vous passionnent, vous, dans le cadre de votre métier? Est-ce qu'il y a vraiment des sujets qui vous fascinent, quoi, encore aujourd'hui? Alors moi, je marche par obsession, donc c'est une succession d'obsessions. J'ai eu le périnée, j'ai eu le postpartum. En fait, c'est tous les sujets de ma profession. C'est-à-dire, c'est vraiment toute la santé des femmes, de la puberté jusqu'à la ménopause. En vrai, c'est passionnant. Non, mais je vous assure, c'est passionnant. Les gens me regardent. Non, mais même les pères sont passionnés par ça. C'est extraordinaire. Dans les femmes, c'est extraordinaire. On apprend comment fonctionne finalement le corps humain. C'est clairement ça. Et on va parler un peu de vous, parce qu'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça va se vérifier peut-être avec vous, parce que vous êtes maman de 2 enfants, vous l'avez dit, et il paraît que vos grossesses se sont mal passées. Vous avez très mal vécu vos grossesses. Ah non, alors c'est pas que je les ai mal vécues, c'est que j'ai pas adoré être enceinte. D'accord. Vous savez, il y a des femmes qui adorent, elles sont là, ouh, c'est super. Moi, j'ai adoré avoir quelqu'un à l'intérieur de moi, savoir avoir mes enfants à l'intérieur, donc de plus jamais être seule, mais j'aimais pas trop ce côté, j'étais quand même limitée dans mes mouvements, je pouvais plus travailler autant, je pouvais plus faire autant de choses. Ça me plaisait pas trop. Alors que j'ai adoré accoucher. Pour le coup, j'accoucherais tous les jours si je pouvais. D'accord. Et j'ai plutôt aimé le postpartum. Par voie basse, normalement, vous avez accouché comme... Et est-ce que c'est plus facile d'être enceinte quand on est sage-femme? Non, enfin, pour moi, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on angoisse de tout. On sait ce qui peut mal se passer, donc on est là. Ah oui, alors que nous, on l'ignore, donc finalement... Oui, on se laisse porter, puis on attend qu'il y ait un problème. Enfin, un problème voilà, pas, on mais... est assez heureux parce qu'on ne sait pas tout ce qui peut arriver. Ouais. Et je voudrais parler même plus au sens général de votre santé, parce que vous avez sorti un livre cette année qui s'appelle Énorme, qui a été d'ailleurs couronné de succès. Je crois on n'est pas loin du best-seller, je ne sais pas combien vous en êtes. Enfin, je pense que vous allez peut-être l'éditer en poche tellement il y a de succès, et ça c'est rare pour les livres. Donc ça s'appelle Énorme, et vous revenez sur votre addiction dans ce livre au sucre, parce que vous avez été addict au sucre, qui vous a fait monter sur la balance un certain poids. Oui, j'ai pris 58 kilos, je faisais plus de 120 kilos, quoi. Ouais. Et cette addiction au sucre, comment est-elle née ? Eh bien, c'est toujours difficile de faire le truc a posteriori, mais je pense que c'était multifactoriel. Il y a eu la mort de mon père qui était quand même très dure. Il y a eu 2 viols la même année, et il y a eu un travail qui est quand même très exigeant et très. Et je pense qu'en fait, c'est ce que les médecins appellent l'effet cocktail. Ouais. Donc en fait, c'était trop pour une seule personne. En fait, à mon avis, j'ai fait une dépression hyper sévère, mais comme j'étais hyperactive, personne ne l'a vu. Ouais, mais pas vous, quoi. Non, et je me suis soignée avec le sucre. Et ça se traduisait comment ? Il y avait des crises de boulimie ? Non, c'est pas vraiment de la boulimie, c'est vraiment du sucre. C'était une substance donnée. Moi, je peux pas dire que c'était... genre, je mangeais alimentation méditerranéenne, je mangeais assez bien, sauf
le sucre, quoi. Les produits gras et sucrés, genre le fondant au chocolat, mousse au chocolat. Vraiment des trucs très précis, pas n'importe quoi. Et par quantité, quoi. Voilà, et par quantité. Et fréquemment. Et fréquemment. Comme vraiment, j'aurais pris un antidépresseur ou de l'alcool. Enfin, c'est assez comparable. J'ai beaucoup de femmes alcooliques qui témoignent et qui m'écrivent sur Instagram. Et c'est exactement le même process, quoi. Je me suis soignée avec le sucre. C'est-à-dire que vous pouviez vous relever la nuit pour manger Alors non, une part relever de la nuit, fondant, non. Mais par exemple, de 17h à l'heure du coucher, c'était toutes les heures et demie, prise de sucre, prise de sucre, prise de sucre, quoi. C'est-à-dire que vous alliez, par exemple, acheter un gâteau au chocolat dans un supermarché Absolument. parce que vous n'avez pas besoin de l'avoir en face de vous. C'était être tenté comme on peut l'être, par exemple, au bureau. Il fallait absolument que vous ayez votre dose de sucre. Exactement. Donc c'est énorme. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus. Vous voyez, on parlait de la ménopause, mais le sucre, c'est quelque chose qui est assez banalisé dans la société. Et pourtant, qui fait vraiment beaucoup de mal. Qui fait des ravages. Et il y en a partout, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est accro aussi. Ouais. Et vous vous en sortez, et ça c'est intéressant d'en parler, grâce à Agathe Le Caron. Alors racontez-nous, en fait c'est elle qui vous donne le déclic. Oui, c'est une histoire de fou, c'est qu'on est en fin de saison, en juin, elle me dit on déjeune ensemble, je me dis ok c'est pour me virer de la maison des maternelles, c'est sûr. Alors pourtant on déjeune très souvent ensemble, mais là je sais pas pourquoi, je me dis fin de saison c'est ça. Donc j'y vais comme ça, en plus je la vois, elle a la tête des mauvais jours, je me dis bon bah ça y est c'est cuit. Et elle me dit Anna j'ai pas envie que tu meurs, je t'aime, et donc tu vas perdre du poids. Elle vous avait vu en fait mais elle savait, changer quoi. Elle savait que j'étais en mauvaise santé, elle savait que j'avais pris 58 kilos, et donc elle savait, elle n'est pas allée comme ça. Et c'est vrai que je me suis pris un mur, mais elle m'a sauvé la vie. Et quand vous dites que vous étiez en mauvaise santé, c'est vrai que vous j'avais pris du poids. diabète, j'avais de l'hypertension, j'avais des problèmes articulaires, j'avais des infections à répétition, enfin, j'avais tout un... Et vous l'avez mal pris quand elle vous dit ça parce que... mais c'était un choc. Non, je l'ai pas mal pris, mais j'ai pleuré, mais je savais même pas pourquoi je pleurais. Je me suis dit, je suis foutue. J'ai pris conscience de la prise de poids, quoi. Mais ça a été celle qui vous a finalement mis la vérité en face. Ouais, exactement. Vous avez pris ce mur. Et vous n'aviez pas un psychologue à l'époque qui était là pour vous accompagner Non. Non. Et ça, c'était peut-être ce que vous auriez dû aller consulter, non? C'est ça. Mais il faut trouver le bon qui vous dit aussi, parce que personne ne croit à l'addiction au sucre, enfin, personne n'y croit. Bah oui. Non, mais c'est sûr, si c'était à refaire, je ferais pas la même chose. Et alors, quel a été votre régime? Moi, régime il y a eu? Non, moi j'ai fait du sport et j'ai arrêté les produits gras et sucrés. Parce que sinon, moi, mon régime alimentaire de base, c'est une alimentation méditerranéenne. C'est quoi, c'est le régime? C'est ce qu'on appelle régime keto? Non, c'est pas ça? Non, pour le coup, moi je mange des féculents, etc. J'ai juste supprimé les sucres rapides, fondants, gâteaux au chocolat, ce genre de trucs. D'accord. Mais sinon, non, je mange des féculents, bien sûr. D'accord. Et là, il faudrait que je perde encore du poids, mais... Ah, vous avez encore un objectif? Moi, j'ai encore. Pour récupérer ma santé, je suis très sportive et ça me limite dans mes performances sportives, donc ça m'énerve. Vous faites quoi comme sport? Je fais du crossfit, de la danse et de la boxe. Mais ça doit bien vous aider. Ouais, carrément. Ah, mais c'est la clé. Et vous avez perdu combien de kilos au total? 42. 42 en combien de temps? En longtemps, 2022, 2025, ça fait presque 3 ans. Quoi. Mais c'est ce qui fait que vous ne les reprenez pas forcément. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à perdre beaucoup de poids en très peu de temps et ils les reprennent. Ah non, moi, c'était pas en très peu de temps. Ça a pris du temps. Très long. Et est-ce que vos problèmes de santé, tels que ceux que vous avez décrits avec le diabète, etc., c'est irréversible? Aujourd'hui, vous avez retrouvé une santé... C'est fou. Non, mais c'est fou, ça. Il faut le dire aux gens. C'est-à-dire que ça change tout. J'ai des analyses parfaites. Ah ouais? Ah oui, donc on peut inverser la tendance? J'ai une tension à 11,7, alors j'étais à 15, 10, 16... Enfin, les gens peut-être connaissent ça, mais non, c'est fou. Ah oui, peut-être parce qu'il y a toujours. Alors peut-être quand c'est, je suis pas non plus une spécialiste, peut-être que quand on a 70 ans, ces problèmes-là, une fois qu'ils sont installés, c'est pas réversible, j'en sais rien. Mais en tout cas, chez un individu qui est pas trop âgé, c'est fou. Ça améliore la santé. Par exemple, moi j'ai arrêté de fumer, j'ai pas vu de je sais qu'il y en a des conséquences super pour la santé, mais je les ai pas senties. Là, c'est fou. Et ça, donc il n'est jamais trop tard, c'est ça qu'il faut dire. Et le sevrage, comment c'est? Parce que j'imagine que les premiers jours doivent être impossibles, très compliqués. Hyper difficile. Comment vous l'avez vécu? Très mal. Moi, je vais le dire très mal. Si c'était à refaire, j'irais voir un addictologue et je prendrais des cachetons, je lui demanderais des cachetons. Ah bon? Ah oui, c'était hyper dur. Je tremblais, j'étais couchée. Non, j'étais extrêmement mal. Et comment on passe au-dessus? C'est le mental? C'est tellement dur, parce que comme moi je suis un peu obsessionnelle, je suis un peu comme ça. Chaque jour que je passais, je me disais, allez, encore un jour de plus, mais j'avais tellement souffert les jours précédents que je me disais, je recommence pas ça. Donc j'avançais en me disant, courage. Et qu'est-ce qui fait le plus mal, le sevrage ou l'accouchement? Le sevrage. Ah ouais. Moi j'adore accoucher, moi. Ah oui, c'est vrai. Vous adorez accoucher. Attendez, nous on nous dit les hommes, parce que non, évidemment, c'est le genre de choses qu'on pourra jamais tester. Non, mais c'est pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes. Vos accouchements se sont très bien passés. Non, pas spécialement, mais j'ai adoré ça. Je trouve que la rencontre, ce qui se passe à ce moment-là, j'ai adoré. Ça fait mal, il paraît quand même, non? C'est pas... c'est pas non, mais regardez, les gens qui font du marathon, ils souffrent. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais personne n'est là à leur dire tu souffres. Non, moi j'ai adoré accoucher. C'est vrai, c'est une bonne comparaison, exactement. Bon, vous pourrez jamais tester. En 2025, la médecine fait des progrès. Et justement, sur ce livre énorme, est-ce qu'il y aura une suite? Oui, il y aura une suite, absolument. Oui, parce que ça a tellement bien marché, je suis sûre que votre éditeur vous le réclame. Vous la réclame, la suite. Bien sûr, il y a une suite. Et ça parlera de quoi?
Eh bien, Si c'est pas... non, mais là, j'ai découvert que j'étais autiste et je vais parler de mon autisme. Ah, c'est vrai, vous avez un Alors, trouble. comment c'est né, ça Comment vous l'avez découvert? Parce Ça que fait c'est longtemps sur le qu'on me tas. dit que je suis autiste. Et moi, j'étais là, mais bien sûr que non, vous voyez bien comme je suis Mais sociable. comment ça, des etc. copains ou des... Non, des pros de santé, des pros etc. Et moi, j'étais là, mais non, c'est ridicule. Moi, pas du tout. Bon, voilà. Donc ça j'ai envie d'en parler parce que je suis pas la seule et je trouve que c'est intéressant. Et ça se Et en traduit particulier chez comment? les Parce femmes. que, bah oui, parce que Par chez exemple, vous... tout le monde me dit, mais comment tu as pu écrire 20 livres en si peu de temps? Et c'est grâce à mon autisme, ça, par exemple. Ah oui. Je suis obsessionnelle, j'ai des intérêts restreints, une capacité de travail énorme. Restreint, c'est ça, Ouais. exactement. Mais vous avez de l'humour aussi, vous regardez dans les yeux aussi. Et ça, généralement, Oui, les mais gens, ça, ils trouvent ça a été très difficile. C'est-à-dire que ça a été c'est assez récent. Ah, parce que vous n'arriviez pas à regarder les gens dans les yeux? Non, et puis j'ai besoin de moments où Ouais. je me récupère, je suis hypersensible à certains trucs que les gens ne sont pas du tout hypersensibles. La lumière, Ouais. Et sinon, j'ai écrit un roman d'amour, et ça, je suis très contente. Ah, mais rien à voir. Parlons un peu d'amour pour finir en plus cette Bah oui, émission. c'est ça. Sur Donc quoi? là, c'est vraiment une histoire d'amour entre deux personnes qui se retrouvent, qui ont la quarantaine et qui se retrouvent. C'est un premier amour, et donc ça, je suis très contente d'écrire ça. Ah, Très c'est un agréable. premier amour. Et vous, le vôtre, votre premier amour comment? Moi, je suis mariée avec un type super. Mais mon premier amour, Mais moi, c'est le vôtre? Non, c'est Ah, pas non, votre non, premier non, amour. non, Ah, d'accord. Non, c'est de la fiction, c'est vraiment un roman. Et vous avez une collection de livres pour enfants aussi qui va sortir. Qui est sorti, ça s'appelle Les Petits Potes. Ah oui. Et ça, c'est très rigolo, les gens adorent. Voilà, ça s'appelle Les Petits Potes. Vous y expliquez quoi exactement dans cette collection? C'est un livre par histoire, enfin une histoire par livre, et c'est une bande de potes trop sympa. Ouais. Et je trouve regardez, c'est trop bien. Les Petits Potes. Ah bah les petits potes, on bah, les petits regardera. Pour les enfants de 5 à 10 ans. Donc Génial. d'ailleurs, c'est l'âge de vos enfants, il me semble. Hein. Exactement. Ils Bon. sont une source d'inspiration inépuisable. Et oui. Et juste, moi, je voudrais revenir parce qu'on n'est pas revenu sur le premier amour. Moi, l'histoire de ça m'intéresse. On Ah n'a oui. pas fini. Bah oui. Vous aimez l'amour? Eh ben oui, moi Bah, j'aime ça, je comprends. l'amour. Moi aussi, c'est j'adore ça. Pardon. Et en quoi le premier amour est-il déterminant dans une vie? Et là, la question, c'est de savoir si le premier amour peut être le dernier et si on peut se libérer de ce premier amour. Est-ce que, il y a vraiment, c'est un premier amour qui se retrouve. C'est deux personnes qui ont. C'est si on a mal vécu, en fait. Ou si c'est passionnel, ce sera passionnel toute la vie, c'est c'est ça? passionnel. Comment arriver à avoir d'autres amours après une première histoire passionnelle? D'accord, oui, pas. c'est passionnant. Ou si Ouais. c'est chiant toute la vie, non? Je sais pas, vous verrez bien. Bon, Aïe, aïe, aïe. en tout cas, c'est passionnant. Merci Anna Roy, merci merci d'être beaucoup, venue sur Anna, ce c'est très plateau. sympa, merci Je beaucoup. rappelle donc le nom de votre podcast, Bouffée de chaleur. C'est tous les 15 jours. C'est sur ici, la radio, ex-France Bleu. Voilà, on verra Véronique, la Voilà. libido en berne. Ça, c'est sorti, hein, Véronique. Exactement. Véronique, Marie, le prochain épisode, vous l'avez? Non, là, je l'ai pas de tête. Au secours, j'ai honte. Bon, Mais je l'ai tourné, je vous promets. Bah ça, c'est du teasing, ça. On va aller le découvrir. il y a toujours le livre énorme qui est disponible. Bientôt en livre de poche, hein, c'est ça? Exactement. Vendu à X milliers d'exemplaires. C'est plus de 100 000, non? Non, peut-être pas plus de 100 000. Non, Ah, non. bon, j'avais dit Mais ça. il a très bien marché. Bon. Et puis la maison des maternelles, évidemment, ça, on vous suit Bah effectivement tous les soirs sur France 4. Ouais. Merci Anna Roy. Merci beaucoup Merci, à Anna. vous. Damien, le Buzz TV revient dès demain. Agustine avec Galliana. Agustine Galliana qui viendra nous voir sur ce plateau. Très bonne soirée et à demain.